Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être dans ce nouveau numéro de l'émission Putsch, là, est produite par Putsch Média. Merci à tous. Ce soir, nous sommes le mardi 5 octobre et cette émission se fait toujours, les amis, sans passe sanitaire. Et ce soir, je suis très heureux parce que je vais vous proposer deux invités que j'aime bien. Ce sont des jeunes engagés dans des combats politiques, des combats citoyens, des combats associatifs. Des collectifs aussi pour Emitel, et on va pouvoir débattre de sujets passionnants ce soir. Je les présente. Sophia Ossini. Bonsoir Sophia, comment allez-vous? Bonsoir Nicolas, je vous remercie de l'invitation, ça va très bien, merci à vous-même. Ben, je suis en pleine forme. Alors, je vous présente Sophia, mais c'est compliqué parce que vous faites tellement de choses qu'il y a un CV à rallonge. Vous êtes chargé notamment et vous complétez si c'est pas le cas. Hein, vous complétez, vous corrigez. Chargé de mission Info Jeune PACA, vous êtes citoyen aussi engagé sur les enjeux sociaux, notamment dans l'associatif, sur les questions aussi de féminisme avec un S. Je note bien, suite à une interview que j'ai lue de vous dans le Bondi Blog. Donc, ce soir, vous êtes là pour parler de ces sujets. C'est correct, Sophia, la présentation? Oui, on peut synthétiser en autrice et militante pour les droits humains en général. Comme ça recoupe un peu toutes mes activités. Bon, ben voilà, là on est complet. Ce soir, voilà, Sophia Ossini qui était déjà passée il y a quelques jours dans un grand entretien, notamment sur les quartiers nord de Marseille pour la venue de notre cher chef de l'État Emmanuel Macron. Et je le présente maintenant, Rémi Tel. Bonsoir Rémi, comment allez-vous? Bonsoir Nicolas, très bien. Merci de m'accueillir. Ben c'est normal. Je vous présente aussi Rémi Tel, un entrepreneur et fondateur notamment du collectif Le Peuple Libre, très engagé sur les questions de liberté individuelle contre le pass sanitaire. Donc on va débattre de ça, Sophia et Rémi. On commence sans plus tarder, on a 45 minutes pour débattre tous ensemble, et surtout vous deux. Premier thème de l'émission, pass sanitaire, privation de liberté. Vous le savez, l'état d'urgence pourrait être prorogé jusqu'au 30 juillet prochain. Ça sera présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres. Ça sera défendu, bien entendu, le 19 octobre. D'abord, la première chambre, à l'Assemblée nationale. Une première réaction, Sophia, sur ça? Écoutez, moi j'ai un avis assez partagé effectivement sur le sujet, puisque sans défendre évidemment le pass sanitaire, je pense que ça a été une précaution qui était nécessaire pour pouvoir pallier la crise sanitaire qu'on traverse maintenant depuis bientôt 2 ans. Et je pense que c'était un mal nécessaire pour pouvoir protéger la population, pouvoir protéger notamment les plus fragiles et faire en sorte que l'épidémie ne prenne pas plus d'ampleur que ce qu'on a pu connaître auparavant. Maintenant, effectivement, je pense que le retour à la normale est attendu par l'ensemble de la population et notamment par ceux qui sont des travailleurs. On voit bien que la crise sanitaire a fortement impacté tous les domaines, hélas, de la société, de notre vie, et que ça n'a pas été effectivement sans conséquence pour les missions que remplissent tous les individus qui sont les forces vives de cette nation. Et je pense que aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour savoir comment prendre soin les uns des autres, comment gérer également cette maladie, mais qui a un besoin urgent de refaire du sens, de refaire du collectif et de se retrouver les uns les autres. Et je crois qu'hélas, ces 2 dernières années ont quand même pas mal mis à mal justement le vivre ensemble et nos rapports sociaux. Bon, merci pour cette première intervention, Sophia. Merci beaucoup. Question d'ordre général pour vous, Rémi Tel, et après on rentrera dans le détail. Et on essaiera de réfléchir ensemble, Sophia et Rémi, c'est vous qui êtes là pour ça, sur pass sanitaire, finalement, contre les libertés individuelles, libertés publiques. On en parlera après. Rémi, pour votre intervention là-dessus, sur le prolongement du pass sanitaire. Je crois qu'il y a 2 questions en fait dans ce sujet. Il y a une première question qui est celle de l'efficacité du pass sanitaire. Là, c'est pour réagir au propos de Sophia Ossini. Et après, la question des principes. Sur l'efficacité, non seulement elle n'est pas démontrée, mais en plus, il apparaît que le pass sanitaire est complètement inefficace pour lutter contre la circulation du Covid-19, puisqu'il est assis sur la stratégie vaccinale et qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes reconnaissent que le vaccin n'empêche pas la transmission du Covid-19. Mais surtout, quand bien même le pass sanitaire serait intéressant d'un point de vue de la santé publique, il y a quand même un vrai sujet sur, pour le coup, les droits humains. On nous
serine toute la journée avec la République, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Où est la liberté lorsqu'on met le pistolet sur la tempe à des dizaines de millions de Français pour aller se faire vacciner contre une pathologie non seulement pour beaucoup d'entre eux à laquelle ils ne seront pas sujets, ou en tout cas pas sujets à des formes graves, et qu'en plus, cette vaccination, encore une fois, n'empêche pas les transmissions. Où est l'égalité lorsque on crée des citoyens de seconde zone qui n'ont plus le droit d'accéder aux bars, au restaurant, à l'hôpital? Et j'ai encore vu un témoignage aujourd'hui, recueilli un témoignage d'une personne qui est soignée pour un cancer, qui était soignée pour un cancer à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui ne peut plus être soignée pour ce cancer parce qu'elle n'est pas vaccinée. Et puis alors la fraternité, là, cette espèce de monde où tout le monde se regarde en chien de faïence, moi, c'est pas celui dont je veux, et je suis sûr que Sophia Ossini non plus. Donc, ce pass, évidemment, doit être levé sans attendre. Nous, depuis le début, hein, on avait bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une mesure temporaire, mais parce qu'il y a un véritable projet de société derrière ça, hein, la fusion de l'identité numérique, de l'identité sociale, de l'identité biologique. Et donc, je crois que les naïfs doivent se réveiller. Voilà. On nous avait crié, on nous avait promis que jamais le pass ne serait étendu. Là, c'est jusqu'en juillet, et puis en juillet, ce sera jusqu'en décembre, et ad vitam aeternam. Et puis quand ce sera plus à cause du Covid, on ajoutera autre chose. Juste un dernier mot. Oui. La situation épidémique est à son plus bas niveau depuis quasiment 2 ans. D'ailleurs, nous ne sommes même plus dans le cadre d'une épidémie. Le taux de contamination pour 100 000 habitants de la grippe est de 173. Là, sur le Covid, on est à moins de 40. Donc, vous voyez, on est 3 fois en dessous du seuil épidémique qui a été défini pour la grippe. Donc, on n'est même plus en situation d'épidémie. Il est vraiment temps de lever ce pass sanitaire. Alors, le débat est lancé ce soir. Je suis très content parce que c'est ça aussi, Poucha, c'est d'avoir des gens, des jeunes gens. C'est pour ça que je vous ai invité, je le répète, des jeunes gens engagés dans leur combat et bien entendu qui peuvent débattre sur ces. Donc, Sophia, finalement, vous comprenez vous aussi l'avis de Rémi sur la rupture d'égalité entre les Français ou pas? Je pense que j'ai envie de faire 2 remarques en fait par rapport à l'intervention de Rémi. La première étant sur la vaccination. Moi, je suis une vraie partisane de la vaccination. Je pense qu'on a réussi à éviter de très nombreuses catastrophes depuis la découverte du vaccin, et je pense qu'on a pu sauver beaucoup de gens. À l'heure actuelle, il y a plus d'une dizaine, je crois, de vaccins qui sont obligatoires et qui permettent de nous protéger collectivement. Maintenant, effectivement, sur le pass sanitaire, oui, je rejoins évidemment Rémi sur parfois des ruptures d'égalité ou des excès de zèle qui sont pratiqués à certains endroits ou d'autres. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a une stratégie à rationaliser, en tout cas sur le pass sanitaire, qui oui, il y a, je veux dire, il y a des défauts. Je veux dire, dans son application, c'est effectivement une incongruité de pouvoir prendre les transports en commun en étant dans un souterrain, etc. Et ne pas y voir un danger pour les gens et soumettre les bars à la contrainte de ce pass. Maintenant, je m'interroge quand même sur, en l'absence de pass sanitaire, voilà, aujourd'hui, on est au début des virus aussi de l'automne et de l'hiver, donc je pense que c'est quand même une précaution qui, enfin voilà quoi, qui n'est pas un luxe, en tout cas, voilà, dans la période actuelle, notamment. C'est-à-dire les épidémies font partie du péril climatique et des catastrophes auxquelles, hélas, il va falloir s'attendre de plus en plus dans les prochaines années, décennies. Et je crois que le sujet de la liberté ne peut pas s'imposer légitimement quand il s'agit de protéger les populations. À titre d'exemple, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, Marseille a été frappée par de violentes inondations. Et en fait, pour moi, vraiment, quand il y a un sujet catastrophique comme celui-ci, la liberté des uns et des autres à gérer, quoi.
Alors, Sophia, vous rentrez dans le vif du sujet parce qu'il y a des questions de liberté. Bien entendu, je vais vous donner la parole, Rémi, là-dessus. C'est tout ça qui sous-tend là-dessus, la liberté. Est-ce qu'à un moment donné, on peut rogner sa liberté pour plus de sécurité sanitaire? Je pense que c'est une des questions fondamentales et vous n'êtes pas d'accord tous les deux. C'est pour ça, ça s'appelle le débat aussi. Rémi, pour répondre à Sophia sur cette notion de liberté et finalement protéger une population, selon Sophia. Vous connaissez sans doute le mot fameux, hein, des peuples qui renoncent à leur liberté pour la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre et perdent les C'est deux à Thomas la fois. Jefferson, ça. C'est Thomas, voilà, Thomas Jefferson que vous avez en affection, Nicolas, je le sais. Oh, j'ai beaucoup d'auteurs en infection, trop d'ailleurs même. Mais, euh, et je pense qu'on est typiquement dans ce cas-là. Et d'ailleurs, on voit bien dans les exemples qui viennent d'être cités que là, on n'est plus du tout sur simplement le péril du Covid, mais on parle aussi des virus saisonniers, du changement climatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit renoncer définitivement à non seulement à la liberté, mais ce qui fait même une vie humaine, parce que la vie et l'existence sont par définition semées d'embûches. C'est évidemment complètement inconcevable. Moi, je suis très mal à l'aise avec cette vision des choses. Évidemment, j'en accuse pas Sophia Ossini, mais qui est quand même c'est la logique même de fonctionnement de tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire de proposer une forme de servitude en échange de la sécurité absolue et d'une sécurité qui est illusoire, parce que si on avait voulu se débarrasser du Covid-19, on aurait accepté de soigner les malades, on n'aurait pas fermé 5700 lits, pour des comptes vient de le démontrer, c'est l'adresse à l'hôpital en 2020. Bref, il n'y a eu aucune volonté véritable de prendre en charge les formes graves du Covid-19. Donc on n'est plus du tout sur un enjeu sanitaire, mais bien sur un enjeu politique. Concernant juste la question de la vaccination, il y a quand même une grosse différence entre les vaccins obligatoires avant 2020 et le vaccin contre le Covid-19. C'est que d'une part, le vaccin contre le Covid-19 n'est pas un vaccin à proprement parler, c'est une technologie ARN messager, on pourrait parler de thérapie génique, ce qui n'est pas un mal en soi, mais en tout cas, ce n'est pas un vaccin à proprement parler. Un vaccin, en moyenne, il faut 10 ans pour le développer, avec une étude des effets secondaires à moyen terme, à long terme. Là, on sait que les vaccins contre le Covid-19 n'ont pas inclus d'études de génotoxicité, d'études sur le caractère cancérogène potentiel de ces vaccins. Les études sur les femmes enceintes, non seulement n'ont pas été menées, mais vous lirez dans le protocole, page 132 de Pfizer, que Pfizer déconseille formellement de procréer dans le premier trimestre qui suit la conception. Donc tout ça, et on a là aujourd'hui des effets secondaires. Simplement, je parle de ceux qui sont enregistrés, hein, qui représentent déjà plus de la moitié de tous les effets secondaires reportés dans la pharmacovigilance américaine. Ça fait 100 ans qu'elle existe. Sur le pass sanitaire, peut-être un dernier mot. Oui, en plus, je donne la parole à Sophia Ossini pour qu'elle réponde. Bien entendu, c'est un temps de parole équitable. Hein, et je m'assure que le temps de parole soit équitable entre Sophia et vous, Rémi, hein, bien entendu. Mais je sais que Sophia est engagée sur les questions de féminisme, alors j'imagine sans doute qu'elle y sera sensible. On m'apprenait récemment que durant les premières semaines de mise en place du pass sanitaire, les femmes victimes de viols et de violences conjugales, qui n'étaient pas vaccinées, lorsqu'elles se rendaient au commissariat, n'avaient pas la possibilité d'accéder à l'unité médico-judiciaire permettant d'attester de la réalité des violences qu'elles avaient subies. Parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, donc pas de passe sanitaire, et compte tenu de l'urgence de la vérification, il était impossible de faire un test. Donc, ce qui veut dire que sur les dernières semaines, et heureusement les policiers ont fait changer les choses, mais sur les dernières semaines, vous avez des centaines, des milliers de femmes sans doute, qui ne pourront jamais faire reconnaître les violences dont elles ont été victimes. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est absolument fou, qui est ignoble, qui est criminel. C'est pas juste quelques problèmes dans certains endroits. Non, c'est le principe en lui-même qui est évidemment très problématique. Et puis dans le détail de l'application, là, c'est le diable tout entier qui se cache. Alors, Sophia, vous pouvez répondre et après on passera bien entendu sur la candidature Zemmour, mais vous avez le temps de répondre bien sûr au point évoqué par Rémi. Hein. C'est à vous, Sophia. Alors, cher Rémi, je trouve votre posture quand même très, très exagérée. Je répondrai d'abord sur l'aspect totalitaire de ce pass sanitaire.
à titre personnel, je tiens à vous informer que je suis algérienne d'origine. Et donc, en termes de régime totalitaire, je pense qu'on peut effectivement en débattre. Et on peut être très heureux que la France ne soit pas un pays de ce genre-là. Un pays qui est soucieux de sa liberté en tout instant. Et je pense qu'on n'aurait pas ce débat-là si on était véritablement dans un système totalitaire. On n'aurait pas l'occasion de critiquer aussi le pass sanitaire tel qu'on le fait là, si on était encore une fois dans un régime totalitaire. Et évidemment, je veux dire, il y a eu de nombreuses maladresses, erreurs et anomalies d'anticipation dans la gestion de cette crise. Je veux dire, je ne suis pas du tout là en train d'encenser l'action du gouvernement sur ce volet. Maintenant, je pense qu'on peut s'estimer vraiment très chanceux d'être français, qu'on peut s'estimer très chanceux de vivre dans le pays de Pasteur, qui justement est à l'initiative du vaccin, et qu'on peut s'estimer aussi très chanceux, bien que le système de santé, hélas, rencontre de graves défaillances et de graves manques économiques. On peut s'estimer heureux, voilà, encore une fois, de pouvoir être soigné, accompagné ici en France. Et encore une fois, quand on regarde la situation dans d'autres pays qui n'avaient pas le système de santé que nous avons, qui n'a pas mis en place la vaccination, qui n'a pas mis en place de mesures de protection des populations face à l'épidémie. Et je crois quand même qu'on s'en tire peut-être un petit peu mieux, notamment que nos voisins italiens ou que d'autres pays. Moi, ce que je regrette aussi un petit peu, c'est qu'on voit en fait le pass sanitaire comme, je sais pas, la réponse à toutes les problématiques. On a bien vu que, notamment sur la question des droits des femmes et de la lutte contre toutes les formes de violence qui sont perpétrées contre les femmes, que c'est pas nécessairement et spécifiquement le pass sanitaire qui a hélas provoqué ce genre de dysfonctionnement. Il préexistait à la crise sanitaire et je crois que c'est simplement un excès de zèle, notamment parfois de la police et de la justice, qui ne prennent certainement pas au sérieux ces problématiques. Et si éventuellement les violences, même pas éventuellement, si les violences ont explosé aussi pendant cette crise sanitaire, c'est simplement parce que, à l'occasion du Grenelle des violences conjugales, les associations, le HCE a recommandé d'investir 1 milliard d'euros de manière multidimensionnelle pour pallier structurellement aux problèmes de violences sexistes et sexuelles. Et ça n'a pas été fait. Donc, évidemment que la crise sanitaire a mis à mal davantage encore ce sujet. Mais je ne crois pas que ce soit un effet direct du pass sanitaire. Alors, vous voyez, dans vos interventions, c'est vraiment le débat est là. Je veux dire, il y a vraiment deux camps aujourd'hui. Alors, c'est argumenté tous les deux. Je vous remercie d'avoir été extrêmement courtois. C'est intéressant, mais vraiment, ça réagit beaucoup sur les réseaux. Et là, dans ces deux interventions, c'est vrai que c'est un débat qui se cristallise, qui se pas radicalise, il se cristallise depuis plusieurs mois. En tout cas, voilà, on a entendu vos points de vue là-dessus. Je sais que Rémi, vous auriez aimé répondre, mais si je vous répondais, après on s'en sort pas. Et de toute façon, on connaît les prises de position, mais c'est déjà un joli aperçu. Alors, si je peux juste conclure peut-être une dernière phrase pour terminer mon schéma de pensée. Je crois que moins que le pass sanitaire, le véritable sujet qui doit nous occuper l'esprit, c'est véritablement interroger notre service public. Et là, encore une fois, interroger le service public hospitalier, le service public en termes de police et de justice, justement, pour refaire le lien avec ce que disait Rémi, interroger le service public en termes d'éducation. Enfin, je veux dire, c'est très vaste et je crois que vraiment, c'est notre service public qui souffre et pas nos libertés qui sont en péril, encore une fois. Je crois qu'on n'est pas dans le même pays, chère Sophia. Bon, je clôt la discussion là parce que sinon vous allez devoir vous répondre en permanence et je vais devoir faire le maître des horloges et je suis déjà très en retard sur mon programme. Allez, on change de sujet, on ferme la page passe sanitaire, liberté et sécurité sanitaire. La question que je vous pose, Rémi, bien entendu, c'est à vous la parole. Que nous dit la candidature
potentiel, pas hypothétique parce que c'est de plus en plus potentiel en ce moment, d'Éric Zemmour de la situation politique française. Voilà, à quoi fait référence finalement cet engouement, c'est d'ailleurs Frédéric Dabi de l'IFOP qui le dit, cet engouement pour Éric Zemmour, Rémy Tell pour commencer. Au-delà du fond, c'est-à-dire de ce que propose Éric Zemmour, je crois qu'il suscite les passions parce qu'il dit au système des vérités douloureuses et qu'il porte tout haut la revendication d'un certain nombre de personnes. Voilà, après, il y a les sujets de fond. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter. Mais voilà, Éric Zemmour est un homme de vérité douloureuse. C'est peut-être aussi ce dont notre pays a besoin. Moi, je trouve que sur le fond, il est critiquable en bien des points et très incomplet sur beaucoup de sujets. Voilà, il a le courage de mettre ses interlocuteurs face à leurs contradictions, de rappeler les médias mainstream à leur devoir de vérité, de s'en tenir aussi aux faits. Et donc, je trouve qu'en ça, sa candidature potentielle est intéressante et c'est la raison, me semble-t-il, pour laquelle il suscite autant d'engouement chez une partie de l'électorat, en tout cas. Alors Sophia, je pense que vous n'êtes pas d'accord, mais une nouvelle fois, c'est un point de divergence. Dites-nous, vous, qu'est-ce que ça nous dit, Zemmour, de la situation politique en France? Alors, si vous voulez, pour introduire mon propos, Ouais. en 2016, à l'été, lorsqu'il s'agissait d'une potentielle candidature d'Emmanuel Macron, j'avais déjà tendance à dire que c'était un produit de communication qui était notamment fabriqué par les médias de grande audience. Et là, on a une version très basse qualité de ce type de phénomène qui, effectivement, suscite de l'audience, suscite de l'audimat. Donc, effectivement, ça intéresse les médias. Maintenant, cette personne, pour moi, n'a rien d'autre à la bouche et dans la tête que les identités, les ethnies, etc. Or, la France est une nation politique avant d'être une nation ethnique. Et moi, je suis quand même très gênée face à une potentielle candidature de ce monsieur, de n'avoir aucune autre expertise, si tant est que monsieur Zemmour ait en réalité une expertise, autre que, encore une fois, sur les sujets d'immigration, d'islam, etc. Et moi, je regrette justement vraiment la faiblesse en réalité de ces théories et de ces thèses. C'est quelqu'un qui effectivement sait plutôt bien parler, mais en fait, à part ça, je ne crois pas que il ait une quelconque qualité pour faire, en tout cas, à minima, un candidat, puisqu'effectivement, il n'a pas de programme. Chaque fois qu'on l'interroge sur des sujets autres que les sujets identitaires, que ce soit sur l'économie, l'écologie, les relations internationales, etc., eh bien, force est de constater qu'il n'en a pas. Et surtout, je trouve quand même dangereux que simplement parce que ce monsieur a un certain aplomb et une confiance en lui qui le dépasse, du coup, il véhicule aussi quand même énormément de fake news. Même en termes d'histoire, il est toujours quand même à la limite du révisionnisme, voire du négationnisme. Et pour moi, vraiment, ce personnage est non seulement l'antithèse des trois vieilles grâces que nous chérissons, liberté, égalité, fraternité, mais surtout, vraiment, encore une fois, il n'incarne en rien ni la France, ni en réalité un amour de la France, parce que s'il aimait tant que ça ce pays, je pense qu'il respecterait aussi toutes les forces vives de cette nation, et je crois que ce ne sont pas uniquement des gens qui portent un prénom dans le calendrier chrétien. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Et voilà, moi je pense qu'effectivement, on donne quand même beaucoup d'audience et d'importance à finalement véritablement une coquille vide, quoi. Alors, on va continuer à débattre là-dessus. Rémi, Sophia, merci d'être là ce soir. Je rappelle, Sophia Ossini, chargée de mission Info Jeune PACA, citoyenne engagée sur les enjeux sociaux, notamment dans l'associatif. Vous êtes aussi autrice, bien entendu, ou auteureux. Et vous êtes aussi beaucoup, je l'ai dit, dans l'associatif. Rémy Tell, entrepreneur et fondateur du collectif
le peuple libre. Voilà, vous êtes absolument divergents sur ces sujets-là et c'est pour ça que vous êtes là ce soir autour de moi pour en débattre. Continuons sur Éric Zemmour, mon cher Rémi Tel. Est-ce que vous pensez que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un mouvement, une dynamique aujourd'hui parce qu'on est sur 15%? Est-ce que, voilà, rentrons sur le symptôme d'Éric Zemmour. Je voudrais qu'on en parle du symptôme. Est-ce que c'est un symptôme d'une France aujourd'hui qui colle ses idées à celles d'Éric Zemmour qu'il porte? Voilà, c'est une question que je pose. Rémi. Moi, pour le coup, j'ai un peu tendance à rejoindre, en tout cas sur le début de son intervention, ce que dit Sophia. Moi, je prends un peu de recul par rapport à cette grande effervescence autour d'Éric Zemmour. Vous savez, j'ai travaillé pour la campagne des européennes de François-Xavier Bellamy. On remplissait des salles de 2000 personnes tous les soirs. Et dans les urnes, ça a donné 8%. Non pas que François-Xavier était un mauvais candidat, bien au contraire, mais parce que la ligne qu'il incarnait n'était de fait pas une ligne majoritaire dans le pays. Et des fois, vous avez en politique des effets de niche avec des fragments de l'électorat qui sont ultra minoritaires, mais qui sont extrêmement déterminés, qui ont attendu depuis très longtemps leur sauveur et qui, pensant l'avoir trouvé, se surmobilisent et ça peut donner un effet comme celui d'Éric Zemmour. Moi, aujourd'hui, nous sommes au début du mois d'octobre 2021. Il me semble qu'il manque quelque chose de déterminant à Éric Zemmour pour conquérir le cœur des Français, c'est une capacité à parler aux classes populaires. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour reste quand même, d'une certaine façon, le candidat d'une certaine bourgeoisie qui est très préoccupée par les questions d'identité, par les questions de civilisation, et il est normal qu'elle soit préoccupée. Vous savez, moi j'ai été élève dans le collège dans lequel a enseigné Samuel Paty, donc j'ai bien vu tous ces changements, cette radicalisation, la lâcheté aussi d'un certain nombre d'institutions. Mais effectivement, ce ne sont pas les seules questions qui importent pour l'avenir de notre pays. Il ne faudrait pas non plus que la candidature d'Éric Zemmour ne soit qu'une candidature en négatif. C'est-à-dire qu'il est bien de pouvoir commenter, analyser un peu le désastre, mais moi je crois que la France, en fait, échoue sur son propre terrain, non pas tant parce qu'elle a accueilli des gens différents que parce qu'elle est elle-même trop faible dans ce qu'elle a à proposer aujourd'hui aux jeunes Français. La France a une histoire millénaire, elle a une langue magnifique, elle a des paysages incroyables. On est sur un territoire qui est plus petit que le Texas et qui offre des richesses à n'en plus finir. Elle ne les met pas en valeur. Elle ne les met pas en valeur. À l'école, on apprend désormais les sketchs à la Jamel Debbouze. On a cessé d'enseigner les grands classiques. On a cessé d'enseigner le latin. On a cessé d'enseigner le grec. Et on nous dit que la France, c'est la République, et la République, c'est la laïcité, et la laïcité, c'est les caricatures de Charlie Hebdo. Évidemment que ça ne peut pas faire envie, si vous voulez, à des jeunes de rejoindre l'aventure française. Moi, je crois que les jeunes Français, qu'ils soient de pure souche, comme on les appelle parfois, ou arrivés de fraîche date, sont capables d'avoir envie d'adhérer au récit national, mais encore faut-il qu'on puisse leur faire connaître, qu'on puisse leur faire découvrir, qu'on puisse leur démontrer que non, la France n'est pas qu'une succession de crimes, d'histoires atroces, que la France a aussi apporté de très belles choses au monde, qu'elle a une façon de penser qui continue. Concluez, Rémi, parce que je vais donner la parole à Sophia, parce que le temps avance. Voilà, je voudrais qu'on reste. Alors, je sais, Sophia, vous aurez l'occasion de répondre là-dessus, bien entendu, mais je voudrais qu'on parle aussi de Éric Zemmour. Est-ce que pour vous, j'ai envie de le dire, est-ce que pour vous, c'est surfait, ces 12-15%? Est-ce que pour vous, ça correspond Je crois que Rémi Tel le partage un peu, cet avis, en disant peut-être que c'est surfait, il y a beaucoup d'enthousiasme auprès d'une population extrêmement déterminée. Vous le pensez, Sophia, vous ou pas? Ou finalement, il y a quelque chose qui se passe? Mais pour moi, en fait, il n'y a même pas d'enthousiasme en réalité chez les gens. Ce qu'on voit, c'est que Éric Zemmour prend énormément de place dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il demain, il ira faire un porte-à-porte avec des gens. Franchement, je me doute de l'accueil que les gens lui réserveront, quoi. Donc, pour moi, c'est encore une fois juste un petit produit de communication. Il sait faire de l'audimat parce que il faut que les autres, parce qu'il sait couper la parole. Moi, encore une fois, je trouve ça particulièrement dangereux. Quelqu'un avec cette personnalité-là et des prétentions à être candidat. Je pense que c'est en effet très dangereux que quelqu'un d'aussi en colère, parce
Éric Zemmour est en colère. Je ne crois pas qu'il soit en colère ni contre les inégalités, ni rien du tout. Il est en colère en réalité finalement contre lui-même. Je pense que c'est quelqu'un de profondément complexé de ne pas avoir réussi l'ENA, de ne pas avoir réussi à avoir certaines responsabilités et voilà, qu'il est tout simplement en fait en train de se battre contre son propre complexe en réalité. Et je ne crois pas que ce soit sain et souhaitable d'avoir un candidat qui cherche à mener sa propre revanche. Je ne crois pas que ce soit sain d'avoir un candidat qui n'ait comme unique préoccupation que ces enjeux d'identité des islamistes, pas des islamistes, etc. Je vis dans une cité. J'ai grandi dans une cité. En bas de chez moi, effectivement, il y a des dealers. Les CRS viennent tous les 3 jours. Mais aucune des personnes qui ne vit avec moi, autour de moi, n'a choisi d'habiter là. Nous sommes tous, pour la plupart, des travailleurs ou étudiants en formation, etc. Et sincèrement, on nous a parqués dans ces quartiers. On nous a parqués dans ces quartiers où autour, il n'y a en effet pas un seul cinéma, pas un seul théâtre, pas une maison de jeunes qui est ouverte, enfin, abusé. Et je veux dire, moi, aujourd'hui, à 20 ans, je ne parlais pas un seul mot de français. Je suis capable de tenir cette conversation que nous avons là tous les 3. Donc, encore une fois, c'est bien la preuve que... et encore une fois, c'est pas juste moi qui suis exceptionnelle ou que sais-je. Des gens comme moi, je veux dire, c'est la plupart des gens, quoi. Et c'est seulement peut-être les 5 ou 10% autres qui se retrouvent en difficulté. Mais pourquoi en réalité ? Parce que il n'y a pas de véritable lutte contre le décrochage scolaire. Il n'y a pas de véritable accompagnement au logis et de services publics, de l'accompagnement au logement. Et voilà, ça rejoint un petit peu le sujet.